abscons par rapport à des racines scientifiques. Alors parlons de cette affiche que vous avez réalisée cette année, parce que le festival commence par une affiche, c'est la première image qu'on voit avant même le début du festival. Sur cette affiche, on reconnaît la ville de Nantes, en particulier le château de Fontaine, qui est surélevé au-dessus des eaux, au-dessus d'un paysage de rizière avec le kayak. Alors, comment est-ce que vous avez pensé cette affiche? Il faut dire qu'il y a deux contraintes, je crois. Bonjour. Le retour de la vengeance de Mélidon, qui ça fait longtemps qu'elle n'a pas fait de vidéo. Et oui, ça fait longtemps parce qu'elle est un petit peu beaucoup débordée et que du coup elle n'a pas le temps. Bref, donc en attendant le prochain QQ au QCP, et ben on fait un vlog, un vlog utopial. Aujourd'hui, je vais faire 3 jours aux Utopiales cette année, le vendredi, le samedi et le dimanche. Aujourd'hui on est vendredi. J'ai fait des petites vidéos vite fait bien fait, donc que vous verrez. Je filme pas les conférences parce que je sais pas déjà si j'ai le droit, et puis qu'en plus je trouve pas ça très intéressant de filmer les conférences. Parce que du coup, si ça t'intéresse, comment ça habite loin, c'est pas mon problème, tu te démerdes. Juste vous faire un petit retour des conférences que j'ai fait, comme ça, tous les jours, et puis un petit bilan à la fin des 3 jours de ces Utopiales 2019. Donc le thème cette année des Utopiales, c'est coder, décoder. On parle des codes informatiques, des codes sociaux, des codes autour du langage, etc. etc. Donc moi je suis pas très axée science-fiction, littérature, enfin je lis pas beaucoup de science-fiction. Donc j'y vais surtout pour les conférences autour de tout ce qui est phénomènes sociologiques, utopiques, etc. Alors du coup moi j'en ai fait 3 aujourd'hui des conférences. Alors du coup la première c'était autour de... Le titre c'était quand la pensée transporte l'information. Vous n'allez rien voir parce qu'il y a un magnifique flash. Donc quand la pensée transporte l'information, donc c'était autour des nouvelles technologies, des exosquelettes, comment par la force de la pensée on va pouvoir bouger des objets ou ses propres membres, etc. C'était animé par un chercheur de l'INSERM et par un philosophe. Donc avec d'un côté du coup la vision biomécanique, biologique de scientifiques, et de l'autre le côté philosophique avec tous les problèmes éthiques que ça pourrait induire. Donc même si finalement donc les conférences durent 1 heure aux Utopiales, ce que je trouve toujours un petit peu court, parce que du coup ça amène toujours plein de questions. Et finalement, cette heure-là, elle a surtout permis de montrer où ils en étaient au niveau des recherches scientifiques et effectivement tous les problèmes éthiques que ça engendre et le fait qu'on arrive aux augmentations et au transhumanisme, etc. Mais que les recherches scientifiques sont quand même bien encadrées par tout ce qui est comité de bioéthique, et il y avait une question super intéressante sur le fait que du coup quand ces recherches-là sont prises par des domaines privés, est-ce que là il n'y a pas un risque? Est-ce que ces domaines privés sont aussi soumis donc à des comités de bioéthique? Notamment on voit que la plupart la majorité des avancées technologiques au niveau de l'exosquelette et des augmentations humaines servent à la guerre. Alors que techniquement, enfin pour ma part, je pense pas qu'il y aurait de problème bioéthique si on était là uniquement pour compenser des déficiences. Le chercheur de l'INSERM, du coup, il a présenté que des mécanismes qui servent à compenser les déficiences. Des exosquelettes pour des gens qui ne peuvent pas marcher. Des systèmes invasifs, donc invasifs qu'on met dans le cerveau pour permettre à des personnes tétraplégiques de pouvoir communiquer ou de pouvoir attraper des choses par la pensée, enfin, grâce à des objets ou grâce à des biomécaniques qui permettraient de leur redonner des membres en fait. Ou des systèmes non invasifs, donc on te met un casque sur la tête là pour permettre de créer des jeux qui pourraient permettre aux enfants qui ont des troubles de l'attention de récupérer de l'attention, entre guillemets. Donc plutôt des recherches qui vont dans le sens de compenser les déficiences et pas d'aller dans l'augmentation, pas de faire de nous des super humains, mais surtout pour compenser les déficiences de personnes qui sont du coup pas dans la norme de la validité, qui permettrait justement qu'ils puissent compenser leurs déficiences et être au niveau de notre norme de valide.
Donc voilà pour la première conférence, qui était quand même vachement intéressante. La deuxième que j'ai fait, c'était une rencontre avec Agnès Florin, donc la femme qui fait... Il y a une mystification dans le titre. Ça va pas du tout, ça. Agnès Florin, la femme qui fait parler les enfants, il n'en est pas question. Parler avec les enfants, oui d'accord. Doctoresse et professeure en psychologie, et elle est spécialiste des modalités d'acquisition du langage. Donc du coup pendant 1 heure elle nous a plutôt fait une conférence, enfin une présentation de son travail, et c'était pas vraiment une table ronde, elle nous a surtout présenté, elle nous a fait un petit cours en fait sur les méthodes d'acquisition du langage des enfants. Donc en soi intéressant, mais bon du coup on n'a pas trop pu parler non plus, donc on n'a pas pu trop approfondir le sujet. Donc après ça rejoint assez ce que je savais déjà. Moi après ça m'a posé des questions sur donc l'enfant acquiert le langage dès la vie intra-utérine par par en tout cas l'audition. Et ensuite, il acquiert le langage par le mimétisme, l'apprentissage, etc. Donc ça, il n'y a rien de neuf. Et par la stimulation. Du coup, elle a rapidement abordé le plurilinguisme et le bilinguisme qui, contrairement à ce qu'on a longtemps cru, ne favorise l'acquisition du langage et non pas empêche les enfants de savoir moins parler leur langue maternelle. Que non, contrairement au contraire, un enfant qui apprend plusieurs langues et dès le plus jeune âge va du coup mieux apprendre ces 2 langues, et donc du coup sera quand même plus à l'aise avec le langage que s'il apprenait qu'une seule langue, et beaucoup plus tard. Donc vive le plurilinguisme et vive le bilinguisme. Si vous avez la chance de savoir parler plusieurs langues, faites-en profiter aux enfants. C'était intéressant. Après moi je me suis posé la question de justement du coup, qu'est-ce qui fait qu'après les enfants ont des difficultés au niveau du langage et du vocabulaire? Est-ce que c'est un problème de stimulation ou pas? Et donc la dernière conférence que j'ai fait aujourd'hui, c'était le genre est-il un code? Spoiler alerte, oui. Bref, donc le genre est-il un code? Donc animé par, donc il y avait un médecin, donc Baptiste Beaulieu. Autant vous dire que toutes les conférences que fait Baptiste Beaulieu, j'ai envie d'y aller, mais c'est pas grave. Et 2 autrices. Donc qui ont débattu, donc qui ont fait une table ronde autour du code en fait, de l'identité de genre et du genre. Donc on n'a pas appris grand chose encore. Je le recherche. Je suis où là? Non, je suis à jeudi. Oh, merde. Voilà. Donc les 2 autrices, parce que quand même c'est un peu con de n'avoir retenu que le nom du mec, donc c'était Lee Kam et Sarah Newton. Donc oui, donc le genre est-il un code? Bah oui mon coco, c'est un code. C'est un code social, donc on crée des identités de genre, on fait bien la différence entre le genre et le sexe, mais et du coup ils ont surtout débattu de ça, ils ont surtout parlé de ça, et du fait que du coup les 2 femmes en tant qu'autrices essayent de casser un peu ces codes liés au genre. Lee Kam est une autrice qui n'est pas neurotypique. Et du coup, comme elle disait que l'identité de genre et les stéréotypes de genre, ça a été un truc hyper compliqué qu'elle a jamais vraiment compris. Du coup, ces personnages ne sont pas liés à des stéréotypes de genre, et du coup, on appelle ça des personnages complexes, mais bon, bref. Et donc Sarah Newton disait aussi que dans ces jeux, donc c'est une personne qui crée des jeux de rôle aussi, et du coup, elle disait que dans ces jeux de rôle, elle essayait aussi de faire des personnes, donc elle a aussi écrit des bouquins ou de faire des personnages qui ne sont pas forcément liés à des identités de genre ou qui peuvent bouger. Bref, donc encore une fois j'ai trouvé ça très intéressant, même si finalement ça rejoint un peu ma pensée actuelle de ce qu'est l'identité de genre, dans le sens où je pense qu'on se dirige gentiment vers des identités de genre qui vont être beaucoup plus fluides que la binarité actuelle entre les hommes et les femmes. De toute façon, le féminisme faisant que les femmes n'adhèrent plus trop à leur identité de genre,
voilà, bon après, comme disait Baptiste Beaulieu, le patriarcat freine bien les cas de fer pour dire non, 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 jamais de la vie, vous ne passerez cette ligne qui est le patriarcat et l'identité de genre masculine, vous n'avez pas le droit, vous n'avez pas le droit, c'est interdit, ça voudrait dire qu'on est égaux, ça va pas du tout. Et c'est pour ça que les personnes transgenres sont très mal acceptées par la société, parce que du coup elles franchissent allègrement cette ligne, et donc du coup ça fait chier tout le monde. Mais en même temps, est-ce que c'est pas un peu le but de l'humanité? Enfin, est-ce que c'est pas un peu vers quoi on tend cette transidentité, et enfin pas forcément la transidentité, mais au moins comme elles disent, le spectre des genres et le gender fluide, c'est-à-dire ne plus forcément s'approprier une identité de genre, mais prendre ce qui nous plaît dans les genres et puis faire un peu notre tambouille interne de ce qu'on a envie de prendre chez le genre féminin et le genre masculin, et même peut-être même arriver à un moment dans notre vie, enfin, ou un moment futur où il y aura plus de genre, parce que de toute façon on est défini par notre sexe, c'est un fait biologique. Il y a des organes génitaux mâles et des organes génitaux femelles, on fait comme ça, même s'il y a les intersexes qui du coup ne sont même pas définis par un sexe biologique. Mais notre genre est beaucoup, c'est le spectre du genre est quand même beaucoup plus élargi que cette binarité. Et que finalement, peut-être qu'à l'avenir, on sera plus défini par notre identité de genre, et qu'on arrêtera de mettre sexe en dessous de nom et prénom sur notre carte d'identité. Il y aura juste nom, prénom. Voilà. Pourquoi faire un sexe? Quoi ça nous apporte? Qu'est-ce que ça nous apporte de te définir par ton genre? Pour l'instant, ce que ça nous apporte, c'est que ça définit que les femmes sont inférieures aux hommes et machin. Sauf que si tout le monde est égal, bah t'as plus besoin de te définir par ton genre, mon coco. Puisqu'on est tous au même niveau et qu'on a tous les mêmes propriétés, les mêmes caractères, les mêmes comportements, enfin bref. Les gender fluides, ou la neutralité de genre, on ne sait pas trop, peut-être l'avenir de l'humanité. Voilà, donc voilà pour cette première journée autour du codage-décodage. Donc voilà, donc bah écoutez, on fera demain la partie 2. Demain. Hey, salut. Donc deuxième jour pour aller aux Utopiales. Comment vous dire que donc je m'étais dit allez, on est écologique et économique, on va prendre le train pour aller à Nantes. Et puis de ce que j'avais vu sur internet, ça m'aurait coûté moins cher que de prendre la voiture. Et en plus, ça ira plus rapide. Donc cool, on va prendre le train, ça va être trop bien. J'arrive à la gare là ce matin, je vais pour acheter mes billets et je me rends compte qu'en fait c'est le double du prix que ce que j'avais vu sur internet. Ce qui n'est donc en fait pas du tout économique. Donc du coup, retour à la voiture, parce qu'en fait je vais pouvoir faire 2 allers-retours avec ma voiture pour le prix d'un aller-retour en train. Donc voilà, soyons écologiques, utilisons moins la voiture, tout ça, blablabla. Oui, si ça me coûte 2 fois plus cher de prendre le train, je vais rester avec ma voiture, hein, parce que je ne suis pas Crésus. Donc je ne vais pas dépenser 2 fois plus avec le train. Et en plus, l'offre de train n'est donc pas du tout adaptée. Donc autant ce matin ça allait, autant ce soir ça m'aurait fait rater un petit bout de conférence, parce que du coup il y a un train à 20h05, donc il y a une conférence qui m'intéresse à 19h, qui finit donc à 20h. Il y a un train à 20h05, je suis à un quart d'heure à pied de la gare, donc c'était mort. Et celui d'après, il est à 22h30. Donc je m'étais dit non, je reste sur ma lancée, c'est pas grave, je partirai un peu plus tôt, je louperai les questions, c'est pas très important, c'est pas grave. Mais restons sur notre lancée, prenons le train, ce sera plus rapide, plus facile et moins cher. Et ben non, donc retour à la case départ, je vais prendre ma voiture, je vais bien polluer comme une grosse connasse et c'est bon. Et ben voilà, à plus tard. Deuxième jour des Utopiales, et ben je tiens à vous dire que c'était une nulle journée. Donc déjà, je reprends par rapport à mes aventures de ce matin, donc direction la voiture. Et donc ensuite, je suis arrivée donc le matin pour la première conférence que je voulais voir, qui était donc la stratégie de l'autruche.
stratégie de l'autruche. Vous voyez rien, c'est à l'envers. Quelle bonne idée. Bref, donc la stratégie de l'autruche, qui était autour des enjeux climatiques. Donc c'était une nulle journée, non seulement parce qu'il s'est passé plein de trucs pas sympas, mais c'était aussi une nulle journée parce qu'on a abordé plein de sujets super sympas qui te dit que l'avenir est bien positif. Non, donc la stratégie de l'autruche, c'est tout ce qui est au niveau du climat avec les climato-sceptiques et la plupart des gens qui disent oui mais c'est bien beau, je sais bien que le climat va mal et qu'on est mal barré, mais moi je peux rien faire, c'est pas mon problème. Bref, on se renvoie tous la balle, on est content. Bon bah du coup ils ont pas vraiment été plus loin que ça sur... Ils se sont pas vraiment mouillés sur qui ferme les yeux sur le climat, on est un peu tous d'accord qu'on a tous notre rôle à jouer là-dedans. Bref, on n'est pas trop parti sur d'autres choses. Donc voilà, et puis que de toute façon, on est mal barré. Je me rends compte que comme c'était ce matin, j'ai déjà oublié le truc. Vu vite fait rapidement l'exercice du pouvoir sur la scène Chailleul. Donc la scène Chailleul, c'est la grande scène qui est au milieu des Utopiales. Et du coup, j'étais par terre, assise par terre, comme dirait l'autre, comme dirait la chanteuse. Et du coup, je voyais pas forcément ce qui se disait. Et en plus, j'ai pas forcément tout bien suivi. Et en plus... donc autant donc sur la conférence aussi sur le climat, enfin sur la stratégie de l'autruche et sur celle-là, il y a des intervenants qui sont anglophones, qui sont pas francophones. Et du coup, aux Utopiales, ils sont pas traduits. Enfin, ils ont des petits casques, mais nous, on n'en a pas. Donc, ils parlent en anglais, et je vous dis que moi, mon anglais est au niveau pas loin du pourri. Donc, autant la stratégie de l'autruche, Thomas van Steenakker est allemand, donc il parle un anglais assez simple à comprendre, puisqu'il articule. Autant sur la stratégie du pouvoir, et l'exercice du pouvoir, la personne ne parlait pas, parle un anglais que je n'ai pas compris. Donc c'est un petit peu compliqué. Mais bon, donc ça c'est pareil, la stratégie du pouvoir, c'était la force de la démocratie, l'importance des médias pour éviter que le pouvoir soit trop centralisé, l'importance des réseaux sociaux aussi, du coup maintenant, qui permettent peut-être un peu de déplacer le pouvoir aussi, le pouvoir au peuple, par le peuple et pour le peuple, normalement c'est le principe de la démocratie, sauf qu'on remarque bien que c'est pas forcément le cas. Effectivement, l'exercice du pouvoir, c'est pas forcément simple, parce que du coup, la conférence a terminé là-dessus, et c'était pas mal, sur le fait que... donc quelqu'un qui a posé une question a cité un film ou un livre, je ne sais plus. Non, qui a cité Battlestar Galactica, donc une série, aucun rapport. Bref, a cité Battlestar Galactica en disant que c'est bien beau d'avoir des idéaux, mais en fait, quand t'arrives au pouvoir, tu te sens pousser des ailes, et du coup, t'arrives à mettre en place des choses qui sont assez loin de tes idéaux de départ. Et du coup c'est pas mal parce que c'est vrai que le pouvoir c'est quand même un grand pouvoir entraîne de grandes responsabilités comme dirait quelqu'un d'autre et un grand pouvoir entraîne aussi que tu t'arrives plus, c'est compliqué de garder les pieds sur terre quand t'as autant de pouvoir et c'est un peu le principe de nos démocraties, c'est qu'en fait c'est une personne qui a le pouvoir, même si on crée des instances de décision et de débat, etc. Mais ça reste quand même, on élit quand même un chef d'État. Donc voilà, tout ça, ce n'est pas simple. Ensuite, et c'est là que ma nulle journée a commencé, ensuite je me suis dit, tiens, si on allait voir un film, parce que je ne vais jamais voir de film aux Utopiales, ça prend trop de temps, je n'arrive pas à les gérer dans mon emploi du temps, bref. Donc du coup, je ne vais jamais voir les films aux Utopiales. Et cette année, le samedi après-midi, j'avais plus grand chose à voir, ou en tout cas, j'avais pas forcément envie beaucoup, ça m'intéressait pas plus que ça. La conférence qui m'intéressait, elle était plutôt en fin d'après-midi. Donc je me suis dit, tiens, y a un film qui m'intéresse bien, qui s'appelle Weathering with You, donc qui est un film japonais. Et c'était en plein milieu de l'après-midi, donc je me suis dit cool, ça tombe bien, je vais aller voir ce film, ça va être super. Donc je vais me pointer donc je sais qu'il y avait un peu beaucoup de queue pour accéder à la salle de cinéma, donc j'y vais 3/4 d'heure avant, histoire d'être sûre de pouvoir m'installer, et en fait au bout de 10 minutes d'attente, il y a un monsieur qui passe et qui nous dit si vous n'avez pas de ticket, vous rentrez pas.
Des quoi? Ah, il fallait des tickets, c'est gentil, on est content de l'apprendre. Je suis ravie d'apprendre que je n'étais pas la seule à ne pas le savoir, parce que je me suis dit, ça se trouve, moi, un peu bêtassonne, je sais pas comment ça fonctionne les autres années, parce que j'y vais jamais, donc du coup, je savais pas qu'il fallait des tickets, gna gna gna. Mais non, en fait, ça avait l'air d'être nouveau de cette année qu'il fallait des tickets, et même ça dépendait des films. Il paraît qu'hier, pour accéder au film, il n'y avait pas besoin de tickets, c'est juste celui-là, là, cette séance-là particulière, il fallait un ticket, parce qu'en fait, c'est une avant-première. Merci, au revoir. Donc super, c'est pas encore cette année que j'irai voir un film aux Utopiales. Et pour couronner le tout, l'autre conférence qui pourrait potentiellement m'intéresser, qui était sur les 40 ans du film, qui était sur le retour du film Alien, salut Tama, qui était sur le retour du film Alien, le 8e passager, donc qui était un petit truc sur le 8e passager. Et ben c'était dans la salle où il faut aussi des tickets pour rentrer, et donc forcément quand je me suis pointée une demi-heure avant le début du truc, et ben il y avait déjà plus de tickets, donc hop là tu te le prends aussi sous le nez, tu ne verras ni l'un ni l'autre, c'est super. Donc voilà, un petit moment de blues, de déprime, de qu'est-ce que je vais faire de ma vie maintenant. Donc voilà, bon bah du coup j'ai un petit peu papillonné. En papillonnant, je suis allée donc faire un tour à l'expo de l'INSERM et du CEA, et d'un autre truc que je me rappelle plus le nom. Donc l'INSERM, c'était autour de la génétique, des avancées génétiques et des avancées médicales au niveau du terme médical. Donc c'est ça les expos cette année, à ce niveau-là. Donc j'ai fait une petite application proposée donc par l'INSERM sur modifier un code génétique. Petite application dont ils cherchent un nouveau nom, donc j'ai rempli le petit machin, et donc en cadeau j'ai eu le droit à un petit anti-stress en forme de cerveau, trop contente. Et ensuite, j'ai attendu un peu et j'ai fait un petit truc sur transcrire son prénom en code génétique et sur coder-décoder le code génétique avec un monsieur donc, qui nous a bien expliqué ce que c'était que les gènes. C'était hyper intéressant. Donc finalement, je n'ai pas perdu mon temps. Et enfin, donc la dernière... donc entre-temps, j'ai vu 2-3 petites choses, mais bon, rapidement, sans vraiment m'y intéresser. Et si, j'ai vu Code Enigma, Alan Turing. Donc j'ai vu une petite conférence sur Alan Turing et la vie d'Alan Turing, et notamment ce qu'il a pu faire autour du Code Enigma, mais pas que, parce que du coup il a fait un code qui s'appelle comme lui, le Code Turing, que je ne connaissais pas. Le mec est quand même vachement en avance sur son temps. Bref, j'ai appris plein de choses sur Alan Turing, parce que du coup moi Alan Turing, avant Imitation Game, je ne savais pas qui c'était. Mais en même temps, personne ne savait qui c'était avant, puisque il n'a pas du tout été connu de son vivant, vu qu'il a travaillé que sur des trucs secret défense. Donc c'était pratique. Bref, donc oui, donc le mec a quand même vachement d'avance sur son nom, parce que le code Turing, c'est un code qui permet de décider si une machine a une intelligence artificielle ou pas, et pour ça, il faut communiquer avec cette machine, et en fait, tu tiens un dialogue avec cette machine, et si à la fin, t'es incapable de dire si c'était une personne ou une machine que t'avais en face de toi, on considère que cette machine a une intelligence artificielle. Bref, donc hyper intéressant aussi. Bref, et donc ma dernière... Bon, du coup j'en ai oublié une que j'ai vue aussi qui s'appelle Quand la nature inspire les ingénieurs, donc il parle de ce qu'on appelle le biomimétisme, c'est-à-dire qu'en fait donc les ingénieurs s'inspirent de ce qui existe dans la nature pour créer des objets, enfin des mécanismes. C'est le cas depuis toujours, hein. Les premiers avions ont été inspirés des ailes des oiseaux. Ils ont montré que les prothèses des coureurs des coureurs paralympiques sont pas du tout inspirés de notre pied, ça se voit, ils ont une courbure comme ça là, et donc ils sont plutôt inspirés des pattes des guépards et pas de nos jambes à nous, qui du coup sont pas vraiment adaptées pour la course. Donc voilà, donc le biomimétisme c'était intéressant aussi parce que du coup il y avait aussi les limites, à quel moment donc on s'en inspire de façon du coup parce que c'est plus logique d'utiliser par exemple pour les prothèses des coureurs, forcément on s'inspire plus facilement de l'espèce qui court plutôt que de notre espèce à nous. Par contre dans la vraie vie,
Enfin, quand ces personnes sont pas sur des pas de course, elles ont des prothèses qui ressemblent à des vraies jambes pour justement éviter de trop être décalées par rapport aux autres personnes. Et donc dans un but plutôt esthétique, plutôt que performant. Et donc il y a d'autres choses qui sont utilisées soit de manière esthétique, soit parce que c'est quand même plus logique. Par exemple, les structures des nids d'abeilles sont beaucoup utilisées soit pour des supports, ou alors les hôtels capsules au Japon, c'est pareil, c'est un système de nids d'abeilles. Et on s'inspire aussi, pas que visuellement, on s'inspire aussi, par exemple, il parlait du coup encore de ces prothèses pour les champions paralympiques qui sont en matériaux composites comme les arbres, ou encore d'utiliser, de se baser sur la symbiose, enfin les symbioses dans le monde animal, pour voir si effectivement on peut pas aussi fonctionner sur des systèmes symbiotiques. Ce serait logique. Et pourquoi pas à l'avenir se baser sur la façon dont fonctionne l'ADN ou quoi que ce soit pour en tant que stockage informatique, qui prend quand même beaucoup de place, qui consomme beaucoup d'énergie, donc qui n'est pas encore au max de ce qu'on aurait besoin. Donc voilà, et donc la dernière conférence que j'ai vue, c'était donc Mon corps, mon choix. Qui se basait sur le désir de ne pas avoir d'enfants par les femmes. Donc il y a un truc qu'on entend beaucoup en ce moment, du coup sur Mon corps, mon choix. En fait, on entend deux choses en ce moment. On a je suis une femme, mais j'ai le droit de pas vouloir d'enfants. C'est pas parce que je suis une femme que je dois automatiquement procréer. Même si on met la pression parce que je dois avoir des enfants. Et d'un autre, on a des gens qui se battent pour avoir des enfants, mais on leur dit qu'ils n'ont pas le droit parce qu'ils font pas partie de la norme normale de gens qui doivent avoir des enfants. Donc voilà. Donc on est surtout resté sur le fait qu'on a le droit de ne pas avoir d'enfants, donc sur toute cette pression sociétale, machin, de gens qui veulent des enfants. Enfin, qui disent que, surtout les femmes, du coup, les hommes à croire qu'ils font pas partie du processus, mais bon, bref. Donc, surtout les femmes qui, t'as un utérus et t'as pas d'enfant, non mais allô quoi. Voilà. Et donc, toute cette pression qu'il y a autour de l'enfantement, de la procréation, de la survie de l'espèce. Et du fait que c'est hyper compliqué, en tant que femme, d'avoir accès à la stérilisation définitive. Tomber sur des bons médecins. Alors que donc du coup ce qu'ils expliquaient, c'était que c'est prouvé que la plupart des personnes qui ont recours à la stérilisation définitive, il y a moins de 5% qui regrettent. Et c'est pas complètement définitif. Bref, on est plutôt resté là-dessus, donc au bout d'une heure ça n'a pas beaucoup bougé. Après, moi j'ai pas eu l'impression d'avoir appris grand-chose, c'était des choses que je savais déjà, que c'est compliqué quand t'es une femme, qu'il y a une pression, tout ça machin. Donc c'est pas nouveau. Après, moi j'aurais bien aimé qu'on aborde, la modératrice a commencé en parlant d'une vidéo de Dirty Biology, la dernière qui est sortie, qui s'appelle Avoir des enfants sans sexe. Enfin, un truc, ça s'appelle pas comme ça, mais bon, bref, c'est le sujet de la vidéo. Moi, j'ai pensé à une autre vidéo qu'il a fait, qui était la surpopulation. Et le fait qu'il faudrait qu'on arrête de faire des enfants, en fait, parce qu'on est déjà trop sur Terre par rapport à ce que la planète peut nous offrir. Et donc, je me dis qu'en fait, le fond du problème, c'est pas vraiment... Enfin, on peut rien y faire, enfin... Si, c'est donc on dit c'est notre culture judéo-chrétienne qui fait qu'on a la pression sur l'enfantement, la procréation, tout ça. Tout en interdisant certaines femmes à avoir des enfants parce que du coup elles sont handicapées, homosexuelles ou je sais pas quoi. Et donc, je suis quand tu veux des enfants toi. Mais en même temps, on est mal barré. En même temps, on a un gros problème écologique, et le gros problème écologique, c'est nous. C'est nous et notre surpopulation. Et donc à un moment donné, la question va peut-être se retourner. À un moment donné, on va arriver à un moment donné où ils vont nous dire, à un moment donné, on va arriver à un moment donné. Bref, on va arriver à un moment où on va peut-être être obligé de faire comme la Chine à un certain moment, c'est-à-dire
faire une politique de l'enfant unique, enfin faire une politique de restriction du nombre d'enfants que tu as le droit d'avoir. Parce qu'on est trop, et parce qu'on va être de plus en plus, vu que notre espérance de vie rallonge et que effectivement on a des systèmes de restriction des naissances et qu'on fait quand même moins d'enfants que quand on n'en a pas, mais on fait quand même 2 enfants par femme en moyenne, et ça fait beaucoup de monde. Tu comptes, on est 3 milliards de femmes sur Terre, 2 enfants par femme, et ben ça fait qu'en une génération, et ben t'es 2 fois plus. Ça fait beaucoup. Parce qu'on ne meurt plus, donc c'est un petit peu compliqué. Donc voilà, donc la question c'est pas la pression qu'on te met aujourd'hui, c'est qu'en fait c'est la pression qu'on va te mettre demain pour justement ne pas avoir d'enfants. Donc, ou te dire il faut pas en faire trop non plus. C'est pas grave, tant mieux si tu veux pas d'enfant. Et puis, on est arrivé, ils en parlaient aussi, et ça c'est intéressant, de l'autre façon qu'on a de laisser notre trace sur Terre. Parce qu'on nous dit qu'en fait, ce qui est important c'est de transmettre son patrimoine génétique, c'est ça en fait qui permet de transmettre, sauf qu'au jour d'aujourd'hui, c'est plus ça qui permet de laisser une trace sur Terre. L'ICAM, donc qui faisait partie des personnes qui intervenaient, disait qu'elle avait fait le choix de ne pas avoir d'enfants parce qu'elle voulait plutôt favoriser sa carrière d'écrivain et d'artiste. Et donc elle avait décidé que ce qu'elle laisserait au monde, ce qu'elle lèguerait, c'est ses œuvres et son talent d'artiste en fait, et pas des enfants. Et du coup en soi c'est ça qui est important, c'est qu'il n'y a pas que les enfants pour laisser un peu de toi sur la planète. Donc voilà, donc c'était la conclusion de cette journée magnifique. Donc voilà, donc c'était un peu une nulle journée et en même temps je me suis un petit peu rattrapée. Bon, j'ai gagné surtout un anti-stress en forme de cerveau et ça je dois dire que c'est quand même un beau lot de consolation. Donc voilà, donc j'ai sûrement oublié plein de trucs. De toute façon j'ai oublié plein de trucs vu que les conférences de ce matin je suis incapable de les retranscrire correctement, donc c'est mon bien que j'ai oublié. Mais bon, en gros, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui ? On a appris que l'humanité était dans une grosse merde, que de toute façon, ça va bientôt être la fin du monde, et que, ah si, c'est ça que j'ai appris aussi, c'est que du coup, il y en avait un qui était vachement bien, qui du coup est quelqu'un qui était vachement bien, donc Fabien Vellman, que j'avais déjà vu hier dans une autre conférence, la conférence sur le genre, je crois qu'il était déjà là. Bref, donc un philosophe qui, du coup, par rapport à cette histoire de la stratégie de l'autruche, parlait qu'en tant que citoyen, si on veut pas se laisser complètement bouffer en fait par tous les climato-alarmistes, surtout, qui donc sont sans doute un petit peu plus proches de la vérité, et dire que de toute façon on est foutu, et que, il comparait du coup par rapport à quand on apprend qu'on a un cancer. Donc c'est un peu pareil, nous sommes le cancer de la planète, et donc je trouvais ça intéressant parce que du coup il était plutôt optimiste, enfin il disait que pour éviter de se faire bouffer et de déprimer tous les jours parce que de toute façon on est foutu, bah faut se dire que c'est pas la fin de quelque chose, enfin il va sûrement se passer quelque chose, mais on sait pas quoi. Et c'est peut-être pas la fin de quelque chose, c'est peut-être le commencement d'un autre truc. Et du coup, effectivement, et c'est peut-être pas forcément une mauvaise chose ce qui va se passer. Donc effectivement, voilà, mais bon, mais je trouvais intéressant le côté un peu optimiste du truc, et que déjà de toute façon on a tous un rôle à jouer, ça on le sait. Donc on fait ce qu'on peut à notre niveau, mais je trouvais ça intéressant le fait de se dire que c'est qu'un changement de plus en fait. C'est un changement, il va y avoir des changements qui vont se passer, on sait pas comment, on sait pas quand, on n'arrive pas à le dater pour l'instant, et du coup c'est pas la peine de déprimer maintenant alors que pour un truc qui est même pas encore arrivé. Donc au lieu de déprimer, on avance, on fait ce qu'on peut, et le jour où ça arrivera, il faudra essayer d'en trouver quelque chose de positif. Voilà, donc on va finir là-dessus, parce qu'on va éviter complètement justement de complètement déprimer en se disant que la vie est nulle. Et donc on va finir sur c'est la fin d'un chapitre, mais c'est le début d'un autre. Et donc on se voit demain pour la suite et la fin.